Au bord de l'eau, chapitre 2, page 97. Il quitta ensuite les hôtes pour retourner au manoir. Il se mit en marche, mais il suffit alors d'un souffle de vent montagnard pour lui faire monter tout l'alcool à la tête. Sa démarche devint hésitante, hasardeuse, chancelante, trébuchante, et avant d'avoir pu faire une dizaine de lits, il avisa une forêt, s'y engagea vivement et eut encore le temps de choisir un luxuriant tapis d'ajonc afin de s'affaler de tout son long. Or, Li Ji, le poseur de glu, se trouvait justement au pied de la falaise, à l'affût de quelques lapins. Il reconnut Wang le quatrième, du manoir de la famille Shi, et se hâta de pénétrer dans le bois pour le remettre sur ses jambes. Mais allait relever un ivrogne. Cependant, il vit des pièces d'argent tomber de l'escarcelle de Wang et se dit: Il est fin saoul l'animal. Où a-t-il pu ramasser tant d'argent? Et pourquoi ne pas lui en soustraire un peu? Li Ji ouvrit l'escarcelle, la secoua, tout l'argent en sortit, mais également à la lettre. Li Ji la ramassa et, comme il savait vaguement lire, il en brisa le cachet et s'aperçut qu'elle commençait par Zhou, Shenda et Yangchun du Petit Mont Fleuri. Suivant des caractères compliqués auxquels il n'entendait goutte, mais ayant pu déchiffrer les trois noms, il se dit: Étant chasseur de mon état, comment pourrais-je jamais faire fortune? Pourtant, un devin m'a bien prédit que cette année je trouverais un trésor. Eh bien, le voici! La sous-préfecture de Yuanying a promis 3000 ligatures des récompenses à qui prendrait les trois brigands. Dire que ce coquin de Shi Jin, quand je suis allé à l'autre jour chercher Quan le nain au manoir, m'a accusé de jouer les espions. En fait, c'est lui qui est de mèche avec les bandits. Il emporta et l'argent et la lettre, puis se mit en route pour la sous-préfecture de Yanyin afin de dénoncer Shi Jin. Parlons maintenant de Wang le quatrième. Lui dormit d'un somme jusqu'à la deuxième veille de la nuit. Quand il rouvrit les yeux, il se vit baigné par le clair de lune. Effrayé, il se leva d'un bond, et se trouva alors entouré de pain peu rassurant. Il porta la main à sa ceinture, son escarcelle et la lettre avaient disparu. Il chercha partout, mais la seule chose qu'il retrouva fut son escarcelle vide dans les herbes. Après s'être bien lamenté, il se dit: L'argent n'a pas d'importance. Mais comment faire sans cette lettre? Je me demande vraiment qui a pu la prendre. Il joua des sourcils, sentant germer l'idée d'un stratagème, et songea: Si je retourne au manoir et dis que j'ai égaré la lettre, Messire Shir s'emportera, c'est sûr, et me chassera. Mieux vaut dire qu'il n'y avait pas de réponse. Est-ce qu'il ira vérifier? Après avoir ainsi arrêté son plan, il reprit à toutes jambes le chemin du manoir, où il arriva juste à la cinquième veille. Le voyant enfin de retour, Shinjin dit: M'expliquerais-tu pourquoi tu ne reviens que maintenant? J'étais à l'ombre de votre bonheur, maître, car à cause de vous, les trois chefs du repère ne voulaient pas me laisser partir. Ils m'ont retenu pour boire pendant la moitié de la nuit. C'est pourquoi je suis en retard. Note 78. Fon-yin. À l'ombre de votre bonheur. Grâce à la bonne fortune qui est la vôtre, j'ai moi-même bénéficié, comme par ricochet, d'une bonne fortune. Fin de note. M'expliquerais-tu pourquoi tu ne reviens que maintenant? Dit Shi Jin. J'étais à l'ombre de votre bonheur, maître, car à cause de vous, les trois chefs du repère ne voulaient pas me laisser partir. Ils m'ont retenu pour boire pendant la moitié de la nuit. C'est pourquoi je suis en retard. Mais n'y a-t-il pas de réponse? Tous trois voulaient en rédiger une, mais votre serviteur leur a dit:
Messire, puisque vous êtes d'accord pour vous rendre au banquet, à quoi bon une lettre? De plus, après toutes ces coupes d'araque, si par infortune je l'égarerais, ce ne serait plus le moment de plaisanter. Shijin, enchanté, applaudit à tant de prudence. Ma foi, dit-il, ce n'est pas en vain qu'on t'a surnommé l'émule de Boudang. Tu es vraiment un homme de ressources. Votre humble serviteur, reprit Wang, avec impudence, aurait-il le front de ne pas faire diligence? Il ne s'est pas arrêté une seconde en chemin et a couru d'une traite jusqu'au manoir. S'il en est ainsi, veille à envoyer des gens à la ville acheter des fruits et des mets pour accompagner le vin, afin que tout soit prêt. Bientôt, le jour de la fête de la mi-automne arriva. Le ciel était parfaitement beau et clair. Ce jour-là, Shijin dit à ses gens de sacrifier un gros mouton et plus d'une centaine de poulets et d'oies, et leur fit préparer les mets et boissons nécessaires au banquet. Ce jour-là, Shijin dit à ses gens de sacrifier un gros mouton et plus d'une centaine de poulets et d'oies, et leur fit préparer les mets et boissons nécessaires au banquet. Quand le crépuscule tomba sur le petit mont fleuri, les 3 brigands donnèrent l'ordre à leurs calabrins de monter bonne garde auprès des palissades. Suivis seulement de quelques hommes d'escorte, ils prirent chacun un fouge et passèrent un cauterelle à leur ceinture, puis, laissant là leurs chevaux, ils descendirent à pied de la montagne et se rendirent droit au manoir. Shijin vint les accueillir, échangea avec eux les salutations rituelles et les pria d'entrer dans le jardin intérieur. Le festin était déjà prêt. Le dragon bleu les fit asseoir à la place d'honneur, s'installa lui-même en face d'eux, puis ordonna aux domestiques de barrer les portes du manoir, tant devant que derrière. Note. Voici l'un des premiers, mais ne serait pas le dernier, des banquets et revels qui marquent comme un rituel obligé toute réunion des braves et frères jurés. Fin de note. Le festin était déjà prêt. Le dragon bleu les fit asseoir à la place d'honneur, s'installa lui-même en face d'eux, puis ordonna aux domestiques de barrer les portes du manoir tant devant que derrière. Alors ils burent de l'araque, les serviteurs leur passaient les coupes à tour de rôle et découpaient les victuailles tandis qu'ils trinquaient. Lorsqu'ils eurent bu plusieurs rasades, le disque brillant de la lune apparut bientôt à l'orient. Shijin et les 3 chefs étaient occupés à chiffler dans le jardin, tout en admirant la splendide lune de la mi-automne et en dévisant des choses de jadis et de naguère, quand des clameurs montèrent de l'autre côté des murs. Tandis que dansaient des lueurs de torches, Shijin, interdit, fut debout d'un bond et dit à ses hôtes : « Chers amis, restez tous 3 assis, pendant que je vais voir ce qui se passe. » Il crie à ses gens : « Surtout, n'ouvrez pas les portes !» Il plaça alors une échelle contre le mur et jeta un coup d'œil au dehors. Et il vit le commandant militaire de la sous-préfecture de Yanjin à cheval suivi de 2 officiers et de 300 ou 400 hommes qui avaient encerclé le manoir. Shijin et les 3 brigands se mirent à crier misère. Au dehors, dans l'éclat des torches, on voyait briller fourches d'acier, fouges, harpins à 5 pointes et guisarmes à crocs, denses comme forêt de chanvre. Les 2 officiers crièrent : « Ne laissez pas échapper ces bandits !» Si ces intrus n'étaient pas venus se saisir des 3 brigands, comment Shijin eût-il jamais tué un, puis 2 hommes? Et comment eût-il lié connaissance avec une dizaine de braves de son espèce? Eût-on vu, au plus profond des jonques, s'embusquer minces soldats, dans l'ombre des lotus, des bateaux de combat? Finalement, comment le dragon bleu et les 3 brigands réussirent-ils à se tirer de cet attrapoir? Pour le savoir,
Lisez donc la suite de l'histoire.